Voyons ensemble la bouteille d'oxygène. Donc, elle est constituée d'une ogive, ici en dessous, et d'un capot qui contient le manodétendeur et le débitmètre, et le manomètre. On voit ici le manomètre qui indique la pression restante. Donc, on voit ici qu'elle est chargée quasiment aux 3/4. Et ici dessus, le débitmètre qui permet de choisir le débit, 1 demi-litre, 1 litre, 2 litres, 3 litres d'oxygène par minute que l'on va administrer au patient. Sur le côté, on a la vis qui permet d'ouvrir ou de fermer la bouteille complètement. Il s'agira donc bien de l'ouvrir avant utilisation et de la fermer, de la purger après utilisation. Ici, dans le sens vers le plus, on l'ouvre, dans le sens vers le moins, on la ferme. Ceci, c'est la prise qu'on appelle prise 3 barres parce qu'il y a 3 accroches qui permettent de connecter d'autres appareils comme des respirateurs par exemple. Et ceci, c'est la prise par laquelle on regonfle la bouteille et celle à laquelle on ne touche pas. On a une petite accroche qui permet d'attacher la bouteille de manière fixe à différents endroits et de la stabiliser lorsqu'elle est au sol. On voit ici sur les étiquettes en dessous qu'elle doit être, la réépreuve aura lieu en 2021. Sur le corps de l'ogive, il y a différentes indications qui sont gravées, notamment la pression maximale, la date de production, le volume, et alors la petite étiquette indique la date d'expiration du contenu. Voyons ensemble rapidement les avantages et les inconvénients de cette bouteille d'oxygène comprimé. Elle est d'abord très pratique à transporter, elle pèse son poids, mais elle est tout à fait transportable assez facilement lors de n'importe quelle intervention. Elle est assez facile à utiliser. Comme on a vu, il suffit de l'ouvrir, de connecter le moyen d'administration qu'on a choisi et de régler le débitmètre sur le débit souhaité. Elle a une autonomie relativement moyenne, puisqu'avec une bouteille de 5 litres, on a vu dans le calcul de l'autonomie qu'on pouvait tenir une demi-heure à 10 litres par minute. Par contre, le gros inconvénient, c'est le risque d'explosion. Cette bouteille d'oxygène comprimé à 200 bars pourrait, si elle est fissurée, exploser. Et il ne faut évidemment pas oublier que l'oxygène est un merveilleux comburant et qu'il peut faciliter n'importe quel incendie. L'oxygène, dans certaines proportions dans l'air, peut aussi s'avérer être explosif. Le premier moyen d'administration de l'oxygène, et probablement le plus fréquent, sont les lunettes à oxygène qui permettent d'administrer des débits de 1 à 4 litres par minute. Elles sont constituées d'une tubulure en plastique avec une boucle sur laquelle se trouvent 2 petits embouts courbés qui se placent dans les narines en suivant la courbure naturelle du nez. Le deuxième moyen d'administration, un des très courants également, c'est le masque. Alors celui-ci, c'est un masque dit à haute concentration ou masque 100%. Qu'on reconnaît facilement grâce à son sac, qu'on appelle sac récupérateur, même s'il ne récupère pas vraiment l'air expiré, il sert surtout d'accumulateur d'oxygène pour alimenter le patient. Donc, il est aussi constitué d'une tubulure qui va se connecter à la bouteille, comme les lunettes et tous les autres moyens d'administration, qui vient se raccorder ici, juste en dessous de cette petite valve ici. Alors cette petite valve, elle permet à l'oxygène de passer et d'aller remplir le sac avant de revenir dans le masque. Tant que la pression dans le sac est inférieure à la pression du masque, la valve va rester fermée et à partir du moment où il y aura soit trop d'oxygène dans le sac, alors la valve va s'ouvrir pour laisser fuiter gentiment l'oxygène vers le visage du patient, ou lorsque le patient inspire, grâce aux 2 valves qui sont ici situées à l'extérieur du masque, ces valves vont se fermer, la pression va diminuer dans le masque et va permettre à cette valve-ci de se réouvrir et à l'oxygène de remonter et d'accéder directement dans les voies aériennes du patient. Alors, on appelle ce masque 100%, ce serait vrai si ce masque était parfaitement étanche, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais c'est ce qu'on a qui s'en rapproche le mieux pour l'instant. Les 2 petites valves qui sont situées ici sur les côtés servent donc à s'ouvrir quand le patient expire, laisser échapper l'air expiré qui contient principalement le CO2 qu'on ne veut pas réinspirer puisqu'on veut un maximum d'oxygène dans l'air inspiré. Mais on peut également les enlever simplement comme ceci. Elles permettent alors d'inspirer un peu d'air de l'extérieur en plus de l'oxygène qui vient de là. Alors pourquoi faire, me direz-vous? C'est pour transformer ce masque, qui est un masque dit à 100%,
en un masque à 60%. Donc il existe des masques sans le sac et sans les valves, qui sont tout faits comme ça, mais qu'on trouve de moins en moins dans les ambulances. Donc ceci, c'est une manière de transformer ce masque haute concentration en un masque dit moyenne concentration. Au cas où ce ne serait pas nécessaire d'administrer directement 10 à 15 litres par minute, ce qui est le débit habituel pour ce masque. Si on voulait mettre un peu moins, de 6 à 10 litres, on pourrait enlever les petites valves et utiliser ce masque comme un masque à 60%. Si on n'enlevait qu'une seule valve, ce ferait un masque à 80%, mais c'est une pratique très très peu courante. Alors, on parlait de débit de 10 à 15 litres. Ça dépend effectivement du volume ventilatoire du patient. Donc, le bon volume, c'est quand le sac se dépressurise légèrement à l'inspiration et a le temps de se regonfler complètement avant l'inspiration suivante. Il peut donc être intéressant d'adapter le débit de la bouteille qui vient alimenter ce sac en fonction de l'état général du patient et de sa fréquence et de son volume respiratoire. Un patient qui respire 12 fois par minute et qui inspire 500 ml à chaque fois va consommer environ 6 litres d'air. Donc ici avec le masque, il faut suffisamment de débit pour que le masque puisse se remplir. Donc on mettra plus du côté de 10 litres. Mais un patient qui serait en dyspnée sévère, qui respirerait 30 fois par minute ces 500 ml est largement au-dessus et lui pourra nécessiter les 15 litres. Au niveau de l'utilisation, il est donc assez simple également. On place le masque sur le visage du patient en mettant bien le nez dans cette partie-ci. Ici, ça doit couvrir la bouche. On passe l'élastique derrière la tête et on l'ajuste en tirant ici dessus. Comme ce masque empêche l'inspiration d'air qui vient de l'extérieur grâce aux valves, il est donc important au moment où on déconnecte la tubulure de la source d'oxygène, que ce soit murale ou à la bouteille, de retirer le masque du visage du patient, puisqu'à ce moment-là, il va consommer uniquement ce qu'il y a dans le sac et on voit que c'est un sac de quelques centaines de millilitres maximum et donc il ne va pas respirer très longtemps avec ça. Le moyen d'administration suivant est le ballon que l'on voit ici. Il est donc constitué d'une tubulure qui permet d'être accordée à l'oxygène comme les masques et les lunettes, d'un sac qui fonctionne de manière identique au sac du masque à 100% avec une valve qui lui permet de se remplir tant qu'on ne pompe pas l'air qui est dedans à l'aide du corps du ballon que l'on voit ici, et d'une valve qui va permettre de pousser l'air vers les voies aériennes du patient. Alors on y connecte soit un masque qu'on vient coller fermement contre le nez et la bouche du patient, ou alternativement on peut aussi connecter le ballon à un tube d'intubation endotrachéale. Sur certains ballons, et particulièrement sur les ballons pédiatriques comme celui-ci, on trouve une petite valve de surpression qui est très importante pour protéger les poumons d'une surpression éventuelle que l'on pourrait provoquer avec le ballon. Donc on la ferme en la tournant vers la droite, on l'ouvre en la tournant vers la gauche, et il est très important, donc particulièrement dans les cas pédiatriques, de vérifier que cette valve est bien ouverte en poussant comme ceci sur le ballon et en vérifiant que l'air peut sortir par la valve. On entend un petit bruit caractéristique et on voit la valve bouger. On voit ici que si je ferme la valve, donc je pousse et je tourne vers la droite, la valve est fermée et que je bloque le sortie de l'air, l'air ne peut plus passer parce que la valve ne permet pas à l'air de s'échapper. Si je l'ouvre en tournant vers la gauche et que je tire, voilà, l'air passe à présent par la valve, on entend le petit bruit caractéristique. Si je la ferme, l'air ne sort pas. Si je l'ouvre, la valve permet à l'air de s'échapper, ce qui est très important pour protéger les poumons de l'enfant éventuellement d'une surpression que l'on pourrait provoquer en poussant trop fort sur le ballon. Voilà, pour conclure cette vidéo, je voudrais juste signaler que si vous regardez votre document de procédure, il y en a 3 principalement qui concernent l'oxygénothérapie. On a principalement donc utilisé un saturomètre, la P03. On a la P04. On a la P04 qui s'appelle administrer de l'oxygène et on a la P07 qui parle de ventiler à l'aide d'un ballon de réanimation et d'un masque.